Bonjour à tous. On va mettre la fameuse slide de présentation rapidement. Je m'appelle Xavier. Je vais commencer par ça, je suis fan de bière. Un petit peu de rando, un petit peu de vélo. Des points communs avec Marie. Tu fais quoi dans la vie? Peu importe le titre. Hein. Coach agile, coach produit, tantôt de Scrum Master, jadis développeur. Et toi Marie, qui es-tu? Donc moi je suis Marie, Product Manager chez Leroy Merlin, depuis quelques temps. Je ne coopte pas ce qui a été mis sur la suite. On mange ensemble, elle est midi, Marie a son petit les pâtes Nous nature. sommes là pour ça, Xavier. Alors, ça va être notre retour d'expérience. Petit disclaimer, ce qu'on va voir là, c'est ce qu'on a vécu avec Marie, quelques collègues qui sont venus nous voir dans la salle, pendant une petite année. Voilà. Alors, on a travaillé sur quoi, Marie? Alors, en fait, juste pour poser le contexte sur ce pourquoi on bosse, quand on pense à Leroy Merlin, souvent on pense ok, je viens acheter des produits, etc. En fait. Mais Leroy Merlin, c'est aussi la vente de services, et donc on peut avoir des clients qui veulent refaire leur carrelage, leur parquet, salle de bain, etc. Et du coup, on va pouvoir en fait créer des chantiers et trouver l'artisan en fait pour les clients et faire tout le suivi de chantier. Donc nous, on a créé un produit qui s'appelle Installa et qui permet justement de faire ce suivi et monitoring en fait des chantiers depuis la demande du client jusqu'à la réception. Ça veut dire aussi du coup des interactions donc, avec le client et avec les artisans qui vont exécuter ces chantiers. Donc ça, c'est pour le produit sur lequel on bosse. Par exemple, moi je me lève ce matin, je trouve mon balaton à terre dégueulasse, je dis bon non, j'ai envie de parquer, je trouve le parquet super, je tape parquet, machin, hop, Leroy Merlin qui remonte en première position dans Google, bravo les équipes SEO, je vais dessus, je fais waouh cool. Je peux même avoir un artisan qui vient avec un prix déjà défini et qui vient me poser le parquet chez moi, quoi. Et ça, c'est plutôt top. Et de l'autre côté, finalement, Installa avec les artisans, eux, ils ont une sorte d'app et ils viennent accepter ou pas les chantiers. Voilà rapidement. Et moi, je suis un client satisfait. Le constat. Donc voilà. Donc là, dans notre équipe produit, le constat, Marie, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Quand on a démarré en fait un peu cette transformation là qu'on va vous expliquer, c'est que à l'époque en fait on avait 3 squads qui travaillaient sur le même produit, 3 squads complètement silotés qui travaillaient sur des parcours différents, avec 3 backlogs différents, avec des OKR aussi différents. Donc ça anime beaucoup en fait Leroy Merlin sur des OKR, on va avoir des objectifs. Sauf qu'en fait lorsque sur un même produit on se retrouve avec 9 objectifs, c'est quand même hyper compliqué quoi en fait. Derrière ça, forcément des fonctionnalités tunnels. On peut passer 6 mois finalement sans venir déployer une fonctionnalité ou déployer le parcours, ce qui est évidemment tout à fait contraire à ce qu'on souhaite vivre puisqu'on n'a pas de contact avec l'utilisateur à ce moment-là. Une gestion du run qui est artisanale, ça veut dire que le matin on se dit oups là, qui est-ce qui traite les tickets et puis on essaye de trouver quelqu'un qui est volontaire pour le faire. C'est pas super simple quoi. Une même code base, tout le monde travaille sur la même base. Donc vous imaginez bien un petit peu avec des équipes silotées travailler sur la même base. Silotage aussi des stakeholders. Souvent dans les grands groupes, on a une partie tech, on a une partie métier, pour ceux qui savent. Et en plus de ça, on a des acteurs à côté. Par exemple, là, la gestion des artisans, c'est effectué par une autre BU qui s'appelle Cotatis. Donc finalement, on avançait tous dans des directions différentes. Donc c'était pas top. Donc pas d'objectif commun. Ok. Et une satisfaction utilisateur. Tout ça, peut-être par effet de chaîne, peut-être. La satisfaction utilisateur, en fait, très mauvaise. Alors, on a la chance, en fait, depuis le début sur ce produit, d'avoir des études, en fait, de satisfaction utilisateur. Il y a notamment le NPS, c'est le Net Promoter Score, pour ceux qui le connaissent. On était en septembre, 2021, quand on a démarré, on était à moins 50. Autant dire que on avait très peu de promoteurs et on avait même en fait une autre enquête aussi qui est ce qu'on appelle l'attractif. Ça permet de demander aux utilisateurs en fait à ce que le produit leur permet d'être efficient en fait dans leur activité. Et là on avait un attractif qui était plus bas que nos outils legacy quoi, en fait. Donc c'est comme un bulletin finalement de fin d'année, bulletin scolaire. L'observation générale c'est touche le fond quoi, en fait. Donc, ce dont on va parler là, donc bien sûr, vous avez vu, on a fait le petit constat, là, le but c'est de... On a redressé là-bas, on va voir si on a réussi ou pas, quoi. Donc, on va parler de mission, de vision, de product stratégie, de la product team, de discovery, de design, de delivery, de data et de communication.
Ce dont on ne parlera pas de product marketing, parce que chez Leroy Merlin, il y a des équipes dédiées à ça pour la partie marketing. On ne parlera pas de ça, toute la partie growth et la partie vente, sales. Ce sont aussi des équipes chez Leroy Merlin. Donc on est vraiment sur le produit tech. Donc, mission et vision. Donc ouais, c'est super important, il faut repartir de la base. Et la base, c'est la mission posée par l'entreprise et la vision du produit. Donc on a repartagé la vision à l'équipe et la mission, elle est affichée un peu partout sur les murs. Leroy Merlin, ça fait partie du groupe ADO, je vous l'ai traduit là. Nous faisons de la maison un endroit où il fait bon vivre, ok, pour les habitants. Et notre product vision, c'était donner à tous les acteurs une vue 360 de leur produit afin de les monitorer. Donc ça, c'était vraiment la vision de notre produit Installa. Okay, donc on est reparti de ces bases-là. Une fois qu'on a remis les bases, qu'on a remis la vision, qu'on a remis le cap, il fallait une stratégie. Donc on a utilisé deux grands outils pour cette stratégie. La North Star métrique, qui vient d'Amplitude. Enfin, Amplitude a fait beaucoup d'ouvrages dessus, c'est super intéressant. On va voir ce que c'est rapidement derrière, parce qu'on va passer 40 minutes ensemble, on va devoir dérouler pour le temps. Et les frameworks des OKR, vous avez peut-être pu voir avec nos collègues de Leroy Merlin et ADO, ils ont fait un talk dessus. Donc notre North Star métrique, nous, c'était plus 40% de vente de forfait. C'est ce qui nous a animé sur un an, c'était vraiment l'étoile polaire. Donc une North Star métrique, c'est une étoile polaire. Donc quand on est perdu en pleine forêt, qu'est-ce qu'on fait? On regarde souvent les bandes, c'est l'étoile polaire et on la suit. Eh bien nous, dans les courants, dans les mouvements politiques, décisionnels, ça a été posé par nos grands leaders et c'est ce qu'on fait. Donc au moins c'est posé par eux, on suit ça. Je vais peut-être une parenthèse sur qu'est-ce qu'un forfait. Oui, un forfait, qu'est-ce qu'un forfait, Marie? En fait, aujourd'hui, donc, on a parlé des clients qui ont la possibilité de venir acheter des services de pause. Là, en fait, dans le cadre d'un forfait, ça veut dire qu'en tant que client, je vais tout de suite avoir un prix fixe. Xavier qui veut changer son balatom, on va lui donner un prix au mètre carré. Si tu as 20 mètres carrés, ok, on est capable immédiatement de te dire combien ça va te coûter, en fait, en tant que client, de changer ton balatom. Par opposition à des chantiers où on va demander à l'artisan de passer d'abord et de faire un devis, etc. En fait. Donc là, la première chose, c'était vraiment pour l'entreprise, c'est accélérer sur cette vente de forfait parce que c'est rassurant en fait pour un client. C'est aussi plus facile en fait pour un collaborateur de vendre des forfaits de poste quand ok, on sait ce qui est inclus, ce qui est non inclus dans la prestation. Quoi. Donc ça, c'est la North Star en fait sur lequel il faut s'animer. En fait. Yes. Ensuite, on est venu poser un cadre, la démarche OKR, de manière trimestrielle. Donc on va pas parler des OKR là, il y a eu déjà des talks dessus, mais voici nos grands OKR, Marie. C'était lesquels rapidement? Ouais, alors c'est important parce qu'on a dit dans la North Star, c'est de la vente. Sauf que nous, si je rappelle, Installa, en fait, ça fait du suivi et monitoring de chantier. Donc on arrive après la vente, donc on n'est pas acteur en fait finalement de cette étape au niveau de la vente. Par contre, s'il y a plus 40% de chantiers qui sont vendus, nous forcément, ça veut dire beaucoup plus de charges en fait pour les collaborateurs à suivre ces chantiers. Donc c'était important en fait de venir s'animer au niveau du produit sur ces OKR. Alors la première chose c'était ok que 100% des chantiers puissent être monitorés, quelle que soit leur spécificité en fait au niveau d'Installa dans notre produit, que nos collaborateurs posent puissent les suivre. Forcément quand il y a des chantiers, il y a aussi des incidents de chantier, on va pas se mentir, il y a les SAV, il y a les problèmes de livraison de produits, il y a le produit qui est cassé, il y a l'artisan qui, en venant changer ton balatom, il a peut-être accroché la porte, enfin, on peut avoir plein de choses, etc. Et à ce moment-là, en fait, dans le produit, on n'avait rien qui nous permettait de venir suivre en fait, ces problèmes de chantier en tant que tels. Donc on s'est animé sur, permettre à nos collaborateurs de pouvoir suivre ces incidents de chantier. Donc ici, par exemple, 3 qui résultent. On n'a pas le haut, l'objectif, on a les KR qui résultent. Un dernier, j'ai parlé de l'attractif tout à l'heure, et bon là, notre objectif, c'est de pouvoir maintenir en fait, cette utilisabilité au niveau des produits et donc de répondre aux besoins de l'utilisateur et à ses pain points, et donc pour ça, de s'évaluer en fait, sur ces problématiques. Top. Bon, si vous voulez un peu plus loin, Amplitude pour la North Star métrique, nous on l'a adapté à notre contexte, bien sûr. Un bouquin de John Doerr qui posait sur les OKR, plein de choses derrière. Bon, une fois qu'on a la mission qui est repartagée à tout le monde, une fois qu'on a la vision aussi qui est partagée, qu'on a un semblant de stratégie avec les OKR, maintenant il faut une équipe forte, une product team. Là j'ai cité Marty Kagan derrière. Il vaut mieux une équipe de missionnaires, qui sont en lien avec la mission, plutôt qu'une équipe de mercenaires qui vont taper de la features à l'appel sans savoir pourquoi. Donc nous, notre product team, classiquement, on avait 3 product owners, on avait à peu près
On a 24 devs full stack. Bon, j'ai mis T-shape, hein, il y avait des personnes qui... Ici, Romain, un peu plus appétente sur le front, d'autres un peu plus sur le back, plus sur les BA. On avait une QA, un UI designer, 3 ops qui gèrent un petit peu tout notre infra, etc. pour aller un peu plus vite, et un responsable du run. Une responsable du run. Voilà pour notre équipe, grosso modo. Oui, ça, j'ai juste mis cette slide-là qui ne sert à pas grand-chose. Hein, les outils ne servent à pas grand-chose dans une entreprise. C'est juste pour vous montrer qu'on a GitHub et qu'on n'a pas Jira. Moi, ma mission, c'est éclater Jira. Vous avez vu aussi qu'on a Discord, un méchant outil américain. Fuck ADO. Vous voyez qu'on était très... on a pu mettre en place les outils. C'est ce que j'arrête pas de dire. Hein. Moi, si je suis un ouvrier et que je suis gaucher et que j'ai besoin d'un... Je suis pas ouvrier du tout. Donc, je vais vous dire un truc, ça n'a rien à voir. Mais si j'ai besoin d'un marteau gauche, parce que je suis gaucher, il y a des marteaux spécialement pour les gauches et qu'on m'impose un marteau de droitier, je vais être moins efficace. Okay, donc là, l'équipe voulait ça, elle a eu ça. Voilà, Stack Tech, Java, React, un classique. Hop. Une fois qu'on a la mission, qu'on a la vision, okay, qu'on a la stratégie, qu'on a une équipe produit qui est plutôt forte et qui est orientée vers la mission et qui a la stratégie dans son ADN et dans sa peau maintenant, bah, il faut s'assurer de faire les bonnes choses, Marie. Exactement. Du coup, c'est là où en fait on fait rentrer toute la partie product discovery. Aujourd'hui, c'est important parce que finalement, ça y est, là, on sait où on doit aller, on doit atteindre nos objectifs. Et par contre, pour ça, en fait, on a besoin finalement d'être connecté à nos utilisateurs pour savoir, ok, qu'est-ce qui nous empêche en fait aujourd'hui, quels sont les freins à atteindre ces objectifs. Et donc, on va utiliser ce OKR finalement pour venir poser notre cadre de recherche. Il y a une lecture très inspirante. Juste avant ça, en fait, dans notre constat, on n'était pas sans rien sur l'équipe en termes de discovery, de recherche des problématiques. Par contre, ce GIF illustre un peu la posture que nous avions fait dans l'équipe. C'est-à-dire qu'on avait accès aux utilisateurs, on a des enquêtes utilisateurs dans lesquelles on a plein de verbatim, tout ça, donc on a plein d'informations. Par contre, on est incapable de s'en servir. C'est pour ça que là, on est très éparpillé. Il n'y a pas d'industrialisation en fait, de notre process de recherche ni quoi que ce soit. Et globalement, c'est le dernier qui a parlé qui est sa feature. En fait. Donc c'est vraiment complexe à ce moment-là pour nous. Et donc on veut... Excusez-moi, je sais pas... Je dis ou celui qui a codé le plus fort. Ou aussi. Notre but, c'était de pouvoir adopter en fait finalement d'industrialiser notre process en fait de discovery. Il y a une lecture en fait, ce livre, je l'ai vu passer hier dans une autre conf aussi. Teresa Torres en fait, et il y a 2 choses en fait qui étaient inspirantes là-dedans, c'était d'avoir continuité et habitude quoi, en fait finalement, et donc trouver des clés en fait, de s'approprier des choses. Alors pour nous, hein, là je parle à chaque fois finalement dans notre retour d'expérience, c'est à chaque fois tout ce qu'on a pu s'approprier en fait et qui a fonctionné pour nous et qui fonctionne peut-être pas dans d'autres contextes, mais là pour nous il y avait 2 points qui étaient importants, c'était cette ancrer des habitudes finalement de discovery. Dans le bouquin, il y a un truc qui s'appelle Opportunity Solution Trees. Enfin, c'est pas un truc, c'est le cœur central du livre, mais Teresa Torres parle de plein d'autres choses, quoi, en fait. C'est extrêmement bête, finalement, comme représentation. C'est comme une sorte de mind map, sur lequel, en fait, on va retrouver tout en haut le desired outcome, en fait. Qu'est-ce que l'on veut atteindre? Nous, ça tombe bien, on a des OKR, en fait, donc on connaît, en fait, cette base. Et puis ensuite, derrière, on va venir décliner finalement les opportunités. En fait. Là, toutes ces opportunités, c'est OK, ouvrir finalement de manière très générale sur qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre nos objectifs. Et puis après, venir brainstormer sur les solutions, expérimenter, etc. Donc ça, c'est avant tout un outil qui est visuel. La question qui nous manquait aussi, c'était comment on alimente en fait finalement, comment on a un contact régulier avec les utilisateurs. Tu peux avancer. Je vous ai mis un exemple en fait. Dans le bouquin, il y avait un autre point qui moi m'a beaucoup inspiré, c'était le fait d'organiser des micro-interviews alors je parle bien de micro-interviews parce qu'on va venir dans cette interview juste se focuser sur la problématique qu'on est en train de traiter quoi, en fait, et pas s'étendre sur l'ensemble du produit. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup utilisé, d'organiser 30 minutes en fait, d'interview avec un utilisateur et de lui demander de nous raconter la dernière fois qu'il a fait telle ou telle chose. Si on reprend un OKR qui était le suivi des incidents de chantier, simplement en fait, poser la question de dire ok, raconte-moi la dernière fois que tu as traité un problème d'incident de chantier. Quoi, en fait. Un truc qui fonctionne bien aussi, en tous les cas que moi j'appréciais beaucoup et je pense que Romain peut en témoigner, c'est le fait de
inviter en fait finalement des développeurs ou d'autres membres de l'équipe à participer en fait à cette interview. En fait. Le but c'est pas d'être 15 parce que derrière on fait un peu peur à l'utilisateur, mais d'impliquer en fait quelqu'un d'autre, ça permet aussi en fait que tout ne soit pas porté par le product owner et que le développeur en fait puisse entendre les problématiques utilisateurs. Ça contribue aussi à donner le sens et à savoir ok pourquoi on est en train de développer telle ou telle fonctionnalité. La base. La base. Alors ça, je vous ai mis un exemple en fait là de l'Opportunity Solution Trees qu'on a réalisé, toujours sur cette partie incident. En fait, c'est très évolutif. On démarre, il y a 3 idées, et puis au fur et à mesure, ça va grossir, etc. C'est un outil qui est ouvert en fait aussi. Tout le monde peut y accéder finalement. C'est pas la propriété de l'UX ou du product owner. En fait, c'est accessible de tous. Évidemment, on ne fera pas tout. Parce que des idées, il peut y en avoir plein. Le but, c'est identifier en fait finalement les solutions qui vont avoir le plus de valeur et le plus d'impact en fait dans l'objectif qu'on souhaite atteindre. Super. Donc maintenant, on s'est assuré de faire les bonnes choses pour les bonnes personnes. Ça, c'est plutôt bien. Maintenant, la partie design. Moi, je trouve que c'était un de nos points faibles. Ok. Pas de design system, mais on a quand même notre product designer, notre UI designer même, plutôt UI designer, qui nous a fait tout un UI kit. Romain, notre expert front, qui est juste ici, il a mis tout ça en œuvre joliment, c'est vrai qu'il est là. Et on avait surtout notre product designer, UI designer, qui était là en carton. Ça c'est un petit peu le point noir, ça. On avait aussi quoi, Marie? Alors, on avait des UJM. Qu'est-ce qu'une UJM, Marie? Donc, c'est avec la user journey map, en fait, finalement. De manière très schématique, c'est l'ensemble des étapes du parcours, et puis dans chacune de ces étapes, quels sont les touchpoints avec l'utilisateur, les interactions, etc. En fait. Ça, c'est aussi un outil finalement de visual management quelque part, c'est okay, dans quelle étape du parcours je me situe et quelle problématique je suis en train de venir traiter. Et finalement, oui, à la fin, on avait dans les parties de notre produit, on venait faire des empilements de features parce qu'on n'avait pas cette personne qui était là. De vérifier tout le flow. Ouais, voilà. Pour l'expérience globale. Là, on s'est contenté finalement de revenir aux bases. En fait. C'était juste des choses qu'on n'appliquait pas et qu'on ne travaillait pas. En fait. Et donc de venir finalement remettre des ateliers de design thinking. Ça peut être brainstorming, mais aussi par exemple du Crazy 8. En fait, je prends une feuille, je la divise en 8 et puis chacun finalement va essayer d'imaginer 8 façons différentes de faire ce geste, ce point. En fait, atelier ouvert à tous en fait aussi. C'est pas limité aux utilisateurs, c'est pas limité aux UX, etc. Il y a des développeurs qui y participaient. Tout ça pour avoir un prototype et venir mettre en place des tests avec les utilisateurs. En fait. Donc ça, on l'a fait tardivement dans notre transformation parce qu'on n'avait pas d'UX disponible full-time avec nous. À partir du moment où on a pu avoir une UX avec nous, ça nous a permis de mener en fait finalement des tests utilisateurs et de se dire ok, on dérisque ce qu'on est en train de, ce qu'on pense potentiellement livrer. Qu'est-ce que t'en as gratté ça? Des maîtres et des maîtres de Product Delivery. Les questions, allez faire à la fin. On va dérouler tout le flow, comme ça on est dans le timing. Product Delivery, on va pas parler de tech ici, il y a la DevFest pour ça, on va plutôt parler de l'organisation autour de notre delivery. Rapidement aussi, le petit constat. Marie, qu'est-ce qu'on avait? Des sprints. C'est ce qui revenait tout le temps dans des rétrospectives. J'en ai fait beaucoup de rétrospectives et à un moment, bon, il y a ça qui revient. Vas-y, je te laisse. On ne sait pas ce que font les autres équipes. Je vous rappelle, il y avait 3 équipes silotées, en fait, finalement. Donc chacun est dans son coin, avance sur ces sujets et sans forcément partager. Je ne suis pas informée de ce que fait telle ou telle autre équipe. Oh, mais c'est con parce qu'on a des démos pour faire ça. Ouais, mais quand c'est pas ma partie, moi, je n'écoute pas ce qui se passe, en fait. Donc forcément, il n'y a pas de partage, en fait. Sans compter que le run, ça reste compliqué parce que c'est toujours moi qui traite le ticket, etc. Fait les classiques démos, pour une fois, un leader qui vient. Pas trop de sens. Ça communique par contre, ça va communiquer, on pas trop de sens, aucun initiateur. Le run. Ouais, je l'ai dit, c'est compliqué, tu peux pas écouter. Ouais, je peux écouter. Non, mais je me dis, il y en a tellement en fait, j'ai tous les trucs là, j'ai tous les post-it en moi là, qui coulent là, tout le séjour de lamentation. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on n'a aucun utilisateur aussi sur nos démos à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai dit, Marie, qui n'a pas écouté. Hyper important. Par contre, attendez, on a quand même mis 2 points verts.
Du no estimate, c'est bien. On perd pas du temps à faire des trucs de suite de Fibonacci, de machin, tout ça, ok. Donc ça, on gagne déjà beaucoup de temps. Ça, c'est cool. Et vous avez vu, hein, j'ai remis GitHub pour le running gag. On n'a pas Jira derrière. On gagne assez du temps. Du no estimate, ouais. On va voir que du no estimate, finalement, on a de la vraie donnée quand même derrière qui est factuelle. Et ça, c'est top. On va voir qu'avec GitHub, on peut avoir cette donnée. Bon, bref, on va voir après tout ça après. C'était des sprints de 2 semaines et on va voir qu'avec notre cycle time, le temps de livrer une feature, ça prenait 10,5 jours sans la phase de QA. On va tout voir derrière, on va tout décomposer. Finalement, on n'arrivait jamais à la fin d'un sprint à atteindre l'objectif de sprint. Donc on va voir, hein, là en fait on a changé derrière, on a changé tout ça. On s'est inspiré, vous connaissez peut-être, on s'est inspiré d'une méthode qui s'appelle ShapeUp. Donc là, on est vraiment sur la partie Discovery dont Marie parlait. On a à peu près un gros problème, une grosse feature. On commence à écrire des pitchs. Enfin, les product owners écrivent des pitchs. Ce n'est pas réservé aux product owners, c'est aussi l'équipe technique pour améliorer la stack. Et une fois qu'on a ça, on a une phase de pari. On va voir, on a repris un terme iteration planning qui vient d'Extreme Programming. Safe l'a volé, ça vient d'Extreme Programming. On a pris un terme de BT qui vient là, et ensuite on passe ici 6 semaines de build. 6 semaines de découverte continue, les PO ils font de la découverte continue H24, 6 semaines de build, et hop, ça repart 6 semaines, 6 semaines. C'est des gros timelapses, là où Scrum dit, ah non, il ne faut pas dépasser des sprints d'un mois. C'est un cadre. Voilà, donc on voit un shape, hop, partie discovery, baiting, la partie un petit peu de planning, build. On a la partie cooldown, où l'équipe de développement souffle un peu. On peut appeler ça une Slack week pour certains. On n'a pas su avoir 2 semaines chez Laurent Merlin, on a su avoir 1 semaine, qui est déjà top. Hein. Il fait la valeur hein, derrière. Il va falloir un peu se battre. Hein, ça. Donc voilà, donc là je vais cliquer, on va partir ensemble dans un Figma. Tac. Alors attendez. Le but là, c'est de vous montrer ce qu'on a présenté, qu'est-ce qui nous a inspiré, mais là, de manière concrète, qu'est-ce que ça voulait dire quoi, en fait. Il est où mon Figma. Je suis perdu là. Vous voyez ma souris? Ouais, elle est là. Si je reviens là, non, elle est là. Ah, ok, d'accord. J'ai compris. Ah, super. Voilà. Tac, tac. Faire avec vous parce que là je suis en mode hop. Donc si on reprend hop, base, North Star Metric, plus 40% de vente de forfait sur un an. On décompose avec les OKR en objectifs. Paf. Ici on a nos key results qui permettent de contrôler et le comment de l'objectif. Les objectifs qui sont réalisés c'est plus 40% bien sûr. Ici on avait 3 product owners. Ces 3 product owners là viennent attaquer finalement des key results ou des objectifs avec toujours une phase de découverte. Ils viennent écrire ce qu'on appelle des pitchs, c'est cette fameuse phase de pitch. Ici, nous, le pitch, on a repris un Canva qu'on aime bien, c'est le problème Canva. Vous pouvez trouver sur Internet. Quel problème on souhaite résoudre, pour qui, quel est le contexte. Notre méthode de priorisation, parce que tout début, on a eu énormément de pitch de la part des product owners, mais aussi de l'équipe de développement pour améliorer tout ça. On a utilisé RICE, la méthode RICE de Intercom. Donc, le R de RICE, c'est le reach, c'est la portée. Cette problématique-là ou cette fonctionnalité-là, elle aura une portée sur combien d'utilisateurs. Ensuite, le I, c'est l'impact de 1 à 5. 5, elle va apporter beaucoup d'impact pour cette population d'utilisateurs. 1, très faiblement d'impact. Ensuite, on a la confiance, 50%, 70%, 100%. Le 50%, wow, je pense que dans les 6 semaines, c'est quand même assez touchy là, moi, avec mon expérience de dev, bon, j'en sais trop rien. 100%, finger in the nose. 70%, toujours une part de variable. C'est là où c'est du variable. Hein. Vous maîtrisez le temps, on ne sait pas le faire, on n'a pas le 6e sens. Comme oui, non, c'est qui bon, dans un film. L'effort, c'est le. Là, c'est tout le monde, hein. Tout le monde voté, c'est pas que les product owners. Hein. On est réuni toute la product team. Toute la product team votée, on a mis un petit outil de code, après des Google Forms. Là, c'est l'effort, c'est le nombre de personnes, de développeurs qui vont devoir se mettre sur ce pitch-là. Donc ici, en l'occurrence, 2, trop bien, faire programming. Il faut éviter une personne, effet tunnel, on ne sait pas trop. Communiquer, et ensuite toutes les questions blabla. Tout ça ensuite c'était ordonné, on venait découper ça, hop, finalement on vient créer ce qu'on appelle derrière des impact teams. Pourquoi le mot impact team? Parce que on vient attaquer directement les OKR. Donc on vient tacler, c'est une équipe qui est montée sur 6 semaines pour attaquer une problématique, un objectif ou un key result. Il y a un problème utilisateur.
Derrière, vous connaissez, hein, si vous êtes ici, découpage des pics, les épiques, vous pouvez les découper en, pas forcément en user story, hein, ça aussi. Je en profite pour déconstruire plein de mythes. Hein. Spécification, ça marche très bien, hein. Un Google Slide, ça marche bien. Hein. Et pas forcément que la user story. On va appeler ça tâche, issue, paf. Ensuite, planning iteration, bon, c'est cette phase de baiting là qu'on fait avec le RICE, paf, paf, paf. On a nos 3 équipes qui sont construites. Bon, par exemple, ici, on a créé 3 impact teams, mais des moments, il n'y a que 2 impact teams, il n'y a que 4 impact teams, ça dépend des sujets. Création des teams. On refait un petit sprint planning à l'intérieur juste sur un scope de 2 semaines. On reste sur 2 semaines pour finalement avoir quelque chose d'assez court-termiste, avoir une petite vue. Et finalement, la mécanique d'engagement sur des objectifs est vraiment pas mal. Ensuite, on a toujours une team démo sans les utilisateurs. C'est juste pour remettre de la synchronisation et de la cohérence fonctionnelle et technique entre les équipes. Et ensuite, on a des petites rétros inter-impact team. Vous vous souvenez qu'on est sur 6 semaines. Eh bien, on rebelote avec 2 semaines. Paf, 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 sprint planning, est-ce qu'on atteint l'objectif d'avant, est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on faire ça, on replanifie sur 2 semaines, team démo, synchronisation entre les équipes, rétrospective pour améliorer finalement cette équipe nouvelle qui vient de se créer. Elle se recrée, elle se déconstruit, elle se recrée toutes les 6 semaines. Et hop, on arrive à la fin, 6 semaines, et là par contre ça change un peu, on a ce qu'on appelle une review iteration, où on invite des utilisateurs, on est venu apporter quelque chose de fonctionnellement plus cohérent, plus gros. On invite nos utilisateurs, on rappelle que le Leroy Merlin, nos utilisateurs, avant on avait Annecy dans l'interview, on en a à Nice, on en a partout en France, on est sur un produit français, on en a partout en France, donc bah, hop, on les invite, on récupère du feedback, on regarde si on a atteint, si les KR ont bougé tout en haut, on va voir avec la data derrière, et ensuite on a une rétro-itération où pendant les 6 semaines on vient réunir l'ensemble de l'équipe. Vous avez vu 24 développeurs plus 3 PO, enfin bref, on était plus d'une trentaine, c'est énorme. Mais là on a une grosse rétrospective toutes les 6 semaines d'équipe. Dans ces 6 semaines, on a toujours du continuous discovery comme a dit Marie. Et ça c'est un petit peu notre orga d'équipe. Finalement si on la décline sur 1 an, notre North Star Metric qui est là sur 1 an, certains vont parler d'OKR stratégique. À force de faire des OKR et des OKR, on a un arbre, il faut une personne qui vienne gérer les OKR. Donc on vient finalement recréer une problématique. Donc nous, on a juste mis un North Star Metric qui était tout en haut. Et derrière, vous voyez qu'on a, hop, 3 mois, OKR ici. On repart dans tout ça. 3 mois, finalement, des cycles de 6 semaines, 6 semaines et 6 semaines. On arrive finalement sur notre trimestre. On a une semaine de cooldown week où les équipes viennent mettre les derniers coups de tournevis et viennent prendre un peu de slack. Et on part comme ça. Finalement, on est sur une orga un peu plus sur l'année et où on a vraiment un bon product delivery et on va voir derrière qu'on a mis tous les bons indicateurs pour suivre tout ça. J'oublie des choses, Marie? Pas du tout, les 2-3 parenthèses intéressantes. Quand on a fait le constat, on a dit ok, on a 3 équipes, on ne sait pas ce que font les différentes équipes, etc. Là, ne serait-ce que dans la phase en fait, de PI où on vient pitcher, finalement l'ensemble de l'équipe produit est là. Donc tout le monde est informé de tous les sujets. D'autre part, j'évalue en fait, j'utilise le RISE pour venir m'engager en fait, finir prioriser. Donc j'ai écouté aussi quoi en fait, parce que je suis partie prenante. Donc il y a cet échange en fait qui se fait lors de ce type de rituel. Nos utilisateurs qu'on ne voyait plus, ben là hop la démo, la review, elle est ouverte à tous. En fait aujourd'hui on poste sur notre workplace interne et puis on prend un peu d'avance sur la product communication, Marie. On en vient. On va parler un petit peu de data avant. Non, même du run. Donc oui, notre gestion du run, on a mis en place les héros du run. Parce que le run, c'est souvent dire, je ne peux pas faire de run. Ça, c'est les héros du run, comme après la guerre. Donc voilà, un daily meeting exclusivement pour le run qui start la journée, qui est de 9h15 à 9h30. À la base, c'était que pour le PO qui était chargé de run avec les 2 runners. Et finalement, on s'est rendu compte que toute l'équipe de développement venait. Parce qu'on est user-centric et finalement, bon bah top quoi. Vraiment, ça startait la journée et tout le monde venait prendre un peu le pouls de la prod. Surtout, on vient se recentrer, priorité à la prod quoi en fait aussi, finalement. C'est ça qui compte. On a un petit planning, toutes les semaines ça tourne, 2 devs qui tournent toutes les semaines. Il y a un board spécifique pour ça. Un board, ouais. Avec traitement, on a eu plusieurs versions de ça, mais traitement finalement des incidents qui remontaient de la prod. Et puis aussi des tâches de fond. Aussi, pendant une période, on a testé le fait de dire s'il n'y a pas d'incident particulier sur la prod, on peut traiter des tâches de fond quoi, en fait. Voilà. Bon, ça, on a fait plusieurs allers-retours, on n'a pas forcément trouvé notre modèle exact d'organisation. Et selon les périodes, ça peut être variable. Aussi, ce qu'on a fait, c'est que j'étais mis dans la confidence. On était 3 dans la confidence. Il y avait un ops, moi et le manager. Et on a auto-saboté la prod. On a auto-enlevé un linker avec notre partenaire qui était Cotatis
flux de connexion, branle-bas de combat, les clients, les magasins qui gueulent et tout. On se les fait nous-mêmes, on s'est fait mal nous-mêmes. Bon, bien sûr, Louis avait un petit bouton vert pour tout réactiver si on n'arrivait pas à résoudre ça, mais c'est comme une alarme incendie. À part que là, on a mis des vrais fumigènes, hein, on a vraiment il y avait des vrais fumigènes. Et donc, c'est le jour où on a saboté la prod, donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, pour les clients, pour les utilisateurs, il y en a quelques-uns qui sont impactés, mais derrière, ne vous inquiétez pas, ils sont chouchoutés. Mais nous, pour l'équipe, ça permet aussi de suivre un mode-up qu'on avait défini. On avait expliquer rapidement. Ouais. On avait connu quelques incidents en prod et à ce moment-là, ça n'a quand même pas été une super organisation. Donc Louis, notre ops, nous avait aidé à mettre en place un mode up, quoi, en fait. Et là, du coup, ce jour-là, bah, c'était l'occasion de venir challenger le mode up, quoi, en fait. Donc c'est assez simple, hein. Vous avez un capitaine qui va être chargé finalement de mener, ok, qu'est-ce qu'il faut analyser, quelles sont les directives. On a un ou des matelots, ça dépend de la taille en fait de l'incident, qui vont réaliser les directives. Il y a un crieur, lui sera chargé en fait de communiquer avec l'extérieur. Ça c'est important, ça évite aussi d'avoir 12 communications et que ça parte dans tous les sens. Une personne finalement qui sera référente, un scribe pour pouvoir en fait tout consolider finalement. Alors on utilise Slack pour faire une war room, mais en fait pouvoir consolider et que ça nourrisse aussi un post-mortem derrière, parce que le but c'est de s'améliorer en fait. Ça. Et puis une vigie qui monitore tout avec Datadog et qui est aussi responsable de dire ok, c'est fini, l'incident est résolu. En fait. À la fin, on faisait beaucoup de post-mortem. Ça permet aussi de s'organiser. Voilà, ça c'est juste un petit clin d'œil. Parce que Mano l'a dit, il a fait la brandée. Laurent Merlin, on le fait aussi, quoi. Voilà. Product Data. Notre bon vieux Edward Deming avec sa roue de PDCA, la plein de check action, la fameuse classique, il a quand même dit un truc cool. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, ok, on a mis des sons, on a mis énormément de data. On va pas parler de la data finalement tech, mais plutôt une focus sur notre orga. Marie. Ouais, il y a plusieurs choses. En fait, tout à l'heure, quand on a parlé du discovery continu, je parlais d'interviews, je parlais d'enquête utilisateur, etc. Mais c'est pas suffisant en fait cette partie quali. On a aussi besoin de la quanti. Parce que finalement, un utilisateur qui me dit ah moi j'ai ce problème-là, ok, mais c'est quoi en fait la taille de ce problème finalement? Et avec la data, hein, le fait de venir regarder la data va nous permettre de quantifier en fait ces problématiques adressées. Et est-ce que je touche un utilisateur, est-ce que je touche 100% des chantiers, etc. En fait. Donc on se sert énormément en fait de la data pour travailler notre partie discovery et recherche, quoi, en fait. C'est aussi connaître son produit, hein. C'est quoi l'utilisation, finalement, est-ce que dans mes détracteurs, bah ouais, mais peut-être que c'est des gens qui en fait n'ont jamais le produit, comprendre pourquoi, etc. Hein. Suivre nos OKR, parce que c'est bien de les avoir placés, mais si on ne sait pas où on en est, il faut pouvoir dire ok, est-ce qu'on atteint ou pas cet objectif. Il y en a qui font des OKR, en soi, c'est la grande classique, ils vont mettre des key results et on n'a pas la data derrière. C'est fail. Hein. Pour nous, on l'a. Et puis, vérifier en fait, ok, on a déployé telle ou telle feature, finalement, quel est son impact? Est-ce que ça nous a aidé à résoudre la problématique qu'on avait rencontrée précédemment et qu'on avait shapée? Plus la partie product marketing et les sales derrière qui nous mettent aussi toute une partie chiffre d'affaires et ROI. Donc ça, c'est eux qui viennent nous alimenter dessus. Sur la partie un petit peu delivery, donc ça, c'est plutôt cool. On ne vous a pas tout montré aussi. Il y a un superbe cumulative flow diagram au tout début. On a aussi accueilli 2 personnes chargées de la data chez nous, qui sont dans l'équipe. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais au tout début, c'était Bédi et Timothée artisanalement. Grâce à Git, on a pu faire ça. Donc là, c'est ce qu'on appelle un lead time, c'est le temps de traverser de la création, finalement, on va dire, du ticket, de la issue, jusqu'à sa mise en production. Ok. Et là, on a ce qu'on appelle les cycle time. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, de in progress à sur l'environnement SIT, on met 10,6 jours. Bon, voilà, ça peut être un jour comme ça peut être 20 jours, hein, bien sûr. C'est juste de la mesure, de la pseudo-mesure. Mais ça permet de voir, ah ouais, nous, on a une superbe CI/CD. Bon, comment on peut faire mieux là pour réduire les 2 jours, les 1,8 jours? Et donc finalement, c'est des petits indicateurs qui permettent de maîtriser tout ça. On a un superbe cumulative flow diagram qui vient de Kanban qui permet d'avoir des courbes. Et là, on se rendait vraiment compte qu'on délivrait ultra rapidement. Et c'était plutôt cool. Avec un backlog, avec très peu de déchets dedans, quelques user stories, donc ça partait. C'est dommage, on ne l'a pas mis là, mais ouais, c'est magnifique. Enfin bref, c'était magnifique. Et c'est tout ça grâce à Git, hein, parce qu'il expose ces données. Si vous voulez faire ça avec le Jira, vous avez un truc, c'est en cascade et c'est moche, vous ne pouvez jamais montrer ça.
Marie, je te laisse là-dessus. Ils sont enregistrés, c'est bien ça. Hyper important en fait ce backlog finalement très allégé, parce que moi j'ai souvent connu le fait de dire ok je fais mes épiques, mes US, etc. Il faut avoir 2 sprints d'avance, et puis en fait les US elles restent là, etc. Et en fait si à un moment donné elles sont prises, en fait on sait absolument plus à quel problème on est en train de répondre. Et donc du coup de finalement travailler ce board propre, c'est aussi se libérer de la charge mentale et se dire bah non, à l'instant T on est focus là sur cette fonctionnalité, sur cette problématique quoi, en fait. Ça c'est important. Ça c'est un autre exemple pour la partie, c'est des alertes en fait qu'on a sur les chantiers, et par exemple me dire bah tiens comment ça se fait qu'en fait on a des chantiers sans numéro de téléphone client, plutôt que de faire traiter en fait ce problème par un collaborateur, il perd du temps, etc. Qu'est-ce que nous on peut automatiser, industrialiser dans le produit. Donc c'est prendre des décisions en fait sur le produit. Plus un Datadog derrière pour la vie du produit, hein. C'est comme si on avait un cathéter et des sondes sur notre produit. Et puis on l'analysait en permanence, hein, voir s'il y avait des petites défaillances. La communication, donc là vous avez bien vu, hein, on est sur un produit pour des collaborateurs internes à Leroy Merlin, c'est pas un produit B2C où on aurait une équipe communication énorme avec des pubs, je crois 10 €, machin, d'acquisition à fond, le modèle AR, mais on a quand même de la communication en interne à faire en interne et vers les différents BU, et donc c'était un peu comme ça. C'était ça. Voilà, donc on faisait des belles choses mais on ne communiquait pas vraiment. Et notre objectif, c'est de pouvoir finalement engager nos utilisateurs. Hein. Ok, on n'est pas sur un produit B2C, mais ça n'empêche pas, on peut tout à fait appliquer en fait dès sa main des règles pour des produits B2B. La première chose, c'était de déterminer en fait c'est quoi les parties prenantes, parce qu'on parle des utilisateurs, mais en fait il y a aussi les stakeholders. Enfin voilà, on a plein d'interlocuteurs et qui n'attendent pas forcément la même chose en termes de communication. Donc on a Alexia qui nous a rejoint en alternance communication et qui justement a établi finalement, nous a aidé à créer cette stratégie et puis à façonner au fur et à mesure la communication qui va passer, alors classique newsletter, des posts workplace avec des explications sur les nouvelles fonctionnalités, mais aussi en fait organiser les rendez-vous de review avec les utilisateurs, ou alors aller en magasin et faire des vidéos d'ambassadeurs en fait, qui va nous servir après à communiquer sur les résultats. Ouais, on a déjà la conclusion, ça tombe bien, il reste 5 minutes. Les résultats de tout ça, Marie. Alors, la première chose, et pour moi ce qui est vraiment le plus important, c'est le sens quoi, en fait. C'est qu'on a redonné du sens, d'être dans... On est passé de fonctionnalité tunnel, on ne sait pas trop bien où on en est, etc. à ok, j'ai un objectif et là je suis focus et je suis en train de le travailler quoi, en fait. Donc c'est vraiment pouvoir s'engager. D'autre part, dans toutes les interactions qu'on a avec les utilisateurs, c'est aussi, on n'est pas en train de travailler comme ça, on ne sait pas pour qui. On identifie bien quel est l'utilisateur. Enfin, on sait que c'est Muriel à Metz qui attend cette fonctionnalité. Notre framework de travail, vous avez vu ce qu'on se montre avant, il y a eu de l'inspiration de ShapeUp, il y a eu de l'inspiration de Scrum, de Kanban, d'Extreme Programming, enfin bref, énormément d'inspiration, mais c'était notre méthode de travail façonnée par l'équipe et pour l'équipe. Donc voilà, le cadre. L'attract diff qui a remont. Ouais, voilà. J'ai mis la capture, mais ça c'est voilà, le jour où Clément nous a dit ok c'est bon, on a atteint notre attract diff. On était parti de moins 50 en NPS, un attract diff qui était plus dégradé que le legacy. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'avait mis dans nos OKR, et donc là on peut remonter quoi en fait. Donc on voit bien que finalement le travail qui est mené en fait aussi en proximité des utilisateurs, il est payant quoi en fait, et on en voit le résultat à travers les enquêtes. Des OKR atteints, une équipe. Je pense une équipe plus engagée, quoi, en fait, aussi. Toujours pareil, parce qu'on a du sens, donc on sait où on va. Je pense que dans pas mal de conférences, là d'ailleurs, entendu parler finalement de l'engagement, de la culture du changement et tout ça. Et le sens, en fait, revient à chaque fois. Pourquoi je fais les choses, quoi, en fait, qu'est-ce que je veux faire. Ouais. La data qui est devenue un réflexe. Bon, Amandine pourra en parler, mais aujourd'hui, c'est dans le mindset, quoi, en fait. Quand on commence à regarder une problématique, oui, il y a les interviews, la recherche utilisateur, et immédiatement, il y a la partie... quantité qui arrive quoi, en fait. On a une autre product manager dans l'équipe qui, si jamais elle n'a pas la data, elle ne va pas quoi, en fait. Donc c'est une règle. Toujours notre dette technique, mais on a quand même des pitchs dans la phase de pitch. On a quand même des pitchs qui revenaient tout notre partie orchestrator, tout ça. Enfin bref, il y a quand même des pitchs tech qui venaient pour améliorer notre produit. On est quand même sur un produit qui a 3 ans passé, donc c'est déjà un beau bébé. Mais c'est comme partout. Hein, là, moi je vois là-haut, il faudrait mettre des coups de pinceau. Quoi, donc ça c'est la vie, hein, il faut toujours améliorer. Et ça on ne changera pas parce qu'on est dans un grand groupe. On aura toujours des dépendances avec les autres équipes et les autres produits.
Ok, c'est pas parce qu'on met du safe, ça va tout résoudre. Ça, il y aura toujours des problèmes dessus. Ok. Ça, je l'ai placé aussi, j'ai des trucs à placer. Voilà, et donc finalement, en takeaway, on repart avec quoi, Marie? Vas-y. Là, en fait, tout ce qu'on vient de vous partager, c'est notre expérience. C'est vraiment ce qu'on a co-construit aussi avec l'équipe. Et je pense que ça a été possible aussi parce qu'en fait, on était finalement avec les bonnes personnes, avec un certain niveau de maturité, ou en tous les cas, une envie, quoi, en fait. Des gens qui s'auto-forment, qui s'inspirent, etc., à droite à gauche, et qui à un moment ont envie de s'engager, quoi, en fait, dans le changement. Je crois que c'est Alistair qui en a parlé juste avant de l'engagement. La suiveuse met le pied. Non, ça va. Donc, ouais, non, vraiment des bonnes personnes, des bons techs ultra skillés, donc ça c'est vraiment top. Empowered. Empowered dans le cadre. Bon, ça c'est un troll parce que souvent je dis ouais ok on est empowered dans le cadre. On a toujours notre base, hein. En fait on a nos objectifs, etc. On a notre vision produit, donc on a vraiment ce cadre. Et par contre dans ce cadre, on a l'autonomie et la liberté finalement de trouver les bonnes actions là où il faut aller chercher de la valeur quoi, en fait, pour atteindre ça. Mais du coup c'est toujours empowered dans le cadre. En fait. Bon, je me fais troller souvent là-dessus. Reçu la confiance du top management. Ça, moi, avant Covid, j'étais pourtant dans la même maison chez ADO et je me suis dit, on va commencer à être en confinement, télétravail, on pourrait mettre Discord et tout. Insurrection, Xavier, tu bypasses les process c'est ça, pas de Discord, c'est américain, les données elles s'enfuient et tout. Oh là là, ok. Après, j'ai switché, je suis allé chez L'Oréal. Et là, on avait Régis, et lui, Régis, Discord, il vous le faut. C'était même rien dit, quoi. C'est vraiment du slow management. Donc, on avait Discord, on avait tous les outils, donc vraiment le top management qui nous faisait confiance et qui nous laisse faire. Pour tester tout ce qu'on a fait là, il faut quand même un management qui soit flexible et qui nous laisse faire. Et ça, c'est pas permis à tout le monde. Et moi, c'est la première fois que je vois du management aussi. C'est cool, quoi. On peut tout tester. C'est vraiment top. Et ça, c'est pas partout. Difficulté majeure, Marie, ça, toi, tu t'es beaucoup dans ton rôle. Alors aujourd'hui, ça reste en fait les stakeholders. On s'aperçoit que finalement, ok, nous on a vécu voilà, toute cette période et on l'a vu encore, c'est génial parce qu'en fait on est acteur de notre produit, donc ça donne vraiment du sens, etc. Par contre, on se rend compte qu'en dehors de l'équipe produit, les stakeholders, c'est loin d'être évident. Et surtout, en fait, avoir ce mindset produit, on peut parler de mindset agile, etc. Mais là, je parle de mindset vraiment produit, en fait, de dire, ok, quelle est la valeur, comment on est à la croisée entre la stratégie et les besoins utilisateurs, etc. Ça, on se rend compte que c'est hyper dur, quoi, en fait. Donc là, en takeaway, c'est plutôt comment on a toujours l'énergie de expliquer, réexpliquer, montrer, etc. pour continuer, pour, je sais pas, détourner, à aider nos stakeholders finalement à ce qu'ils viennent nous soutenir plutôt qu'à ce qu'ils nous demandent telle ou telle feature. Ils font du no-code maintenant, certains. Oui, certains font du no-code. Tester plutôt. C'est toi qui... c'est la classique, ça vous la connaissez, donc tester plutôt. Donc on parlait de no-code, aller tester des choses beaucoup plus rapidement. Bref, ça, on est encore trop long dans notre processus, quoi, en fait, ça, finalement. Parce que beaucoup d'acteurs. Et là, pas un framework que l'on peut appliquer en mode cargo-cut quand quand on en parle autour de nous. Même chose dans les grosses sociétés du Nord-Pas-de-Calais, on est certains qui disent nous on veut ça en fait. Ah non, vous aurez sûrement pas ça parce que c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes hommes surtout. C'est les hommes qui ont designé là ce qu'on vous a tout montré. C'est les hommes à l'intérieur qui ont designé ça. Donc c'est par contre un truc en mode cargo-cut. Tout à l'heure il y avait un truc en amorçage. Le Spotty Safe, c'est clairement ça. Il faut pas prendre un truc tout calé, il faut l'adapter à l'organe de l'équipe et surtout pour la North Star métrique, pour les OKR, vision, mission, on refait tout le tunnel. Là. Voilà. Et Marie, on finit par ça. Se laisser inspirer finalement, proposer, tester, et puis voilà, c'est quoi les risques derrière, versus ne pas bouger quoi en fait. On est dispo pour les questions, hein, et donc on est dans le timing. Ça c'est le feedback. Si vous avez bien aimé, vous pouvez mettre une bonne note. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez tailler du feedback pour qu'on puisse s'améliorer, bien sûr. On s'en est pris pas mal du feedback sur nos produits, des moments hardcore. Allez-y, on sait. Voilà, question-réponse. Alors, tu avais levé la main en premier tout à l'heure. Alors, on va faire Raoul et Gilles, premier. Vas-y. Ça marche. Question pour toi. Tu as parlé de 3 équipes différentes et tu disais qu'il y a une manque de coordination, etc. Donc, comment ça se gérait qui décidait, qui coordonnait pour assurer que chacun puisse travailler de façon cohérente et délivrer de la valeur et qu'il n'y a pas de dépendance et des problèmes de timing, etc.
Ouais, plusieurs choses. Un complément, si je me permets. Parce que dans l'ordre que vous avez présenté, il n'y a pas de SR, il n'y a pas de personne qui est juste ce rôle-là. Non. Non. C'est- Moi, les- j'étais un peu ça, moi, quoi, tu vois. Un product manager, oui, juste. Ah non, moi, j'étais pas product manager. Ah, d'accord. Moi, tu peux m'appeler, ouais, coach agile, quoi. Enfin, je m'assurais que tout le monde avait son café le matin, je coupais les oranges. Je faisais ça. Hyper important. Ouais, non, on n'avait pas ça, ouais. Salut, Marie, vous pouvez juste reformuler la question pour que tu nous parles. Ah oui, bien sûr. Marie, t'arrives à me formuler la question? Non mais en fait, ton point c'est ok, comment les équipes finalement, ces trois impact teams s'organisent entre elles, quoi, en fait, ça. Alors d'ailleurs c'était 3, 4, 2, parce que ça c'était variable selon les sujets, quoi, en fait, finalement, quoi. Ce qui est important, c'est qu'il y a quand même un point de départ qui est cette étape de PI planning, quoi, en fait, dans lequel on pitch les sujets, c'est partagé. On n'a pas évoqué l'agenda de cette journée, mais en fait, il y a d'abord, on vient pitcher les sujets, donc tout le monde passe à tour de rôle. En même temps, on évalue, etc. Derrière, il y a, ok, bah voilà les sujets qui sont priorisés. Forcément, quand on a démarré, on en avait 12 des sujets, c'était beaucoup trop. Enfin, il y a eu de la rationalisation, etc. Et ensuite, la deuxième partie de la journée, elle est consacrée à écrire des sprint goals, quoi, en fait. Donc là, en fait, on affiche les sujets, quoi, enfin, finalement, ce qui a été retenu en termes de pitch. Et après, chacun vient se positionner sur les sujets qui l'intéressent, quoi. Alors, il y en a, ils ont du mal à choisir parce qu'il peut y avoir plusieurs sujets qui les intéressent. En tous les cas, on vient se positionner sur un sujet. Ça veut dire aussi, bah, du coup, je rentre dans cette équipe, finalement, et je vais venir travailler ce sujet. Dans les sprint goals, en fait, c'est se dire, ok, quel est l'objectif à 2 semaines que l'on va se mettre. Et donc, on découpait comme ça nos 6 semaines, quoi, Ouais, en il n'y fait, avait pas vraiment, en fait, c'est vraiment le côté empowered, engagement de la team, en fait. Et pour juste les points de synchro, en plus, Romain est là à initier les points dev, donc il y a des points dev une fois semaine. Il y a les démos aussi qui sont là, donc finalement, c'est vraiment une équipe avec, on avait à l'intérieur quand même, on va dire des lead dev, enfin, des personnes, enfin, tout le monde était engagé, en fait. Donc il n'y a pas forcément d'avoir de personnes qui viennent gérer tout ça, en fait, tu vois, le truc. C'était vraiment la vraie auto-organisation. Parce que 9h15 le daily run, 9h30 le daily en impact team, en fait, derrière les démos, etc. Pour votre histoire, elle est super intéressante. Et vous dites que vous faites partie donc, du groupe de Romera Indéo. Et à quel point, en fait, cette histoire d'organisation produit et de success story, et aussi de la figure, tout le monde qui ont permis ça, en fait, on le fait recoller dans le reste d'Adéo. Ouais. Ça, c'est une excellente question. Ça fait partie d'une des actions qui permet de faire écho. Et c'est un petit peu la méthode de la petite abeille qui va à côté, qui va sur d'autres fleurs, distiller, quoi. Tu vois, dans tout ADO, c'est compliqué en fait, parce que c'est un petit peu segmenté par, tu connais, gros cœur d'activité. Et il y a des équipes qui n'y arriveront pas, parce que c'est pas le même management, c'est pas les mêmes êtres humains, c'est pas la même. Bien que tu mets les mêmes noms là-haut, OKR ou Grand Mot, je reste intimement convaincu que ça fonctionnera pas partout, et que pour certaines équipes ça fonctionnera. Je suis en train de basculer sur un nouveau produit, et là du coup en fait j'ai vécu 9 mois comme ça, c'était génial, quoi, en fait. Du coup ma seule envie c'est de pouvoir revivre la même chose ou mieux, quoi, en fait. Donc c'est par cette volonté finalement d'essaimer, quoi. Après il y a plein d'endroits c'est pas le cas, ça c'est sûr. Trop de... En réaction, tu pars sur un nouveau produit, est-ce que tu pars seul? Parce que là on vous entend à deux. Et c'est facile quand on est une équipe, entre guillemets, c'est facile. Oui, mais si tu te retrouves seul. Ah ouais, non, on part on pas. n'est plus à deux, non. Moi, Alors oui, on ne bosse plus ensemble, c'est vrai, mais on ne part pas seul. Il y a Mondine qui est là. Et donc du coup, il y a une partie d'ailleurs de l'équipe produit aujourd'hui Installa qui va basculer sur ce nouveau produit. Donc oui, du coup, je ne sais plus, quelqu'un l'a dit hier dans une conférence, justement, avoir un collectif, quoi, en fait. La collective, hein, ouais, c'est ça qui fait avoir une collective forte, quoi. Donc il va falloir recréer ça. Oui, c'est le chat. Marie, donne la main, je ne sais plus, il y a trop de mains qui se lèvent. Madame Ça rejoint un petit peu, mais tout ça vient d'impulsion. Est-ce que c'est une personne qui est arrivée et qui avait cette expérience-là d'une autre vie? Est-ce que c'est l'équipe qui s'est dit on en a ras-le-bol, ça marche pas? Voilà, d'où ça vient finalement? Je crois qu'il a été montré du doigt. Mais, et après, pas que, je pense qu'il y avait aussi un... C'est toute l'équipe qui a porté, et là on n'a pas mis tous les pain points de la team, mais l'équipe voulait aussi changer, donc ça c'était cool. Mais le plan, ouais, c'était quasiment ça en fait. Après, créer un produit, cet après je fais le même sur la bière, sur un produit physique. J'ai appris exactement la même manière de faire, c'est de la conception produit.
Donc là, c'est juste après, c'est en fait, faire de la tech, ça sera toujours faire de la tech en fait. Par contre, les hommes, c'est ça le plus compliqué. Donc là, il y en a beaucoup qui appellent et qui disent, bah ouais, Xavier, on te laisse 3 mois et en 3 mois, tu peux faire ça. Bah non, ça peut être 3 mois, comme ça peut être... Nous, on a mis un peu de temps en fait, au tout début, pour mettre tout le monde dans ce cadre-là, pour que ce soit un projet commun, par contre, pour le coup. C'est un lien avec la question, justement, je comprends, en lien avec cette question-là, et justement beaucoup d'auto-organisation. En fait, il y avait énormément de maturité déjà dans l'équipe. Ah oui, c'est ce qu'on dit, ouais, Je clairement. pense que, ouais. En fait, tout le monde était finalement se former, s'informer, etc. Tu as parlé il y avait le No Estimate, avec un product owner qui était avec moi à l'époque. En fait, on était venu à l'Agile finalement 3 ans, enfin je crois que la dernière fois qu'il y avait eu en physique. On avait vu la conférence de Frédéric Le Guédois, on est rentré, on a dit à Régis, on a dit ah, nous l'estimation c'est fini, hein. On a marre de perdre notre temps, etc. Donc on est passé comme ça en estimation. Mais voilà, finalement c'est par des apports des uns et des autres en fait aussi. C'est ça. Taillot. Il reste 5 minutes pour que le Ah d'accord, ok, ça marche. Ça roule. Bon bah, super.